Les diamants ne sont pas seulement les meilleurs amis des femmes, mais aussi ceux des aventuriers. On a déjà beaucoup parlé des pierres elles-mêmes. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de ce qui se passe quand on les extrait. Dans cette histoire, il y a plusieurs coups d'État, un révolutionnaire mangé et le mannequin Naomi Campbell. Et à la fin, l'ONU oblige un gouvernement africain à marquer les diamants au laser. Nous avons tous grandi en sachant qu'en Afrique, les diamants traînent par terre. C'est ce que nous ont appris les aventures des héros des mines du roi Salomon et nos camarades de classe qui dévoraient les romans d'aventure. Le plus surprenant, c'est que c'est presque vrai. L'extraction industrielle des diamants en Afrique du Sud a commencé dans les années 1860. À cette époque, l'Afrique du Sud était peuplée par les Boers, des colons néerlandais. Ces gens se nommaient eux-mêmes les Afrikaners. L'une des légendes les plus connues sur la découverte des diamants en Afrique du Sud est la suivante. Un chasseur du nom d'Aurélie s'est arrêté pour la nuit dans la ferme d'un Afrikaner nommé Van Niekerk. La scène se passait près de la rivière Vaal en 1867. Un matin, en se réveillant, Aurélie est sortie dans la cour. Des enfants y jouaient avec une sorte de caillou. Le chasseur a regardé de plus près et a couru vers le propriétaire. « Écoutez, c'est un diamant », a déclaré l'invité. Van Niekerk a ri et a proposé « Prends donc cette pierre ». Heureusement, il y avait plein de pierres dans les environs. Aurélie a accepté l'offre. À Le Cap, il s'est avéré que le caillou était bien précieux. Le chasseur chanceux l'a vendu pour 3000 $ et, à son honneur, a partagé les bénéfices avec Van Niekerk. Cette histoire s'est répandue dans toute l'Afrique du Sud et a bientôt ruiné la ferme de Niekerk. En quelques années, les chercheurs de diamants ont dévasté toute la propriété de l'Afrikaner, retournant tout ce qui pouvait l'être. Cependant, Van Niekerk lui-même n'y a pas perdu au change. Cédant à la fièvre générale, il s'est aussi mis à chercher des diamants. Selon la légende, il a fini par toucher le gros lot. C'est Van Niekerk qui a acheté à un berger de sa connaissance un diamant qui, une fois taillé, est devenu célèbre sous le nom de l'étoile d'Afrique du Sud. La pierre a coûté au fermier 500 moutons, et il l'a revendue pour 56 000 $. Et en 1871, le nom de la ville sud-africaine de Kimberley apparaît sur la carte. Ce nom deviendra synonyme du commerce des diamants. Il existe aussi de nombreuses légendes sur la fondation de Kimberley. On raconte qu'en 1870, des maîtres blancs ont renvoyé un berger noir qui travaillait pour eux pour paresse et ivrognerie. Le berger a supplié pour être repris. On lui a proposé avec moquerie de chercher des diamants. Le lendemain, le berger en a rapporté toute une poignée. Les maîtres, deux frères, ont vendu les terres diamantifères dans la joie et, comme il s'est avéré, bien en dessous de leur valeur. Sur l'emplacement de leur ferme sont bientôt apparues les deux mines de diamants les plus célèbres du monde. La première s'appelait Big Hole, c'est-à-dire Grand Trou. En Afrique du Sud, on ne se cassait pas la tête pour les noms. La deuxième mine a été nommée en l'honneur des frères, sans doute pour les consoler. Vous connaissez le nom de ces gens. Ils s'appelaient Diederik et Johannes de Beer. Et c'est avec la mine de Beers que commence l'histoire de la plus célèbre maison de diamants au monde. La ville de Kimberley devient célèbre. Aventuriers, chercheurs d'or, marchands et criminels s'y pressent. Et parfois, ce sont les mêmes personnes. Les gisements de diamants se sont avérés gigantesques. De 1871 à 1914, rien que du Grand Trou, on a extrait des pierres pour 14,5 millions de carats. C'est à peu près l'équivalent de 3 wagons de 3 tonnes. Et pourtant, les dimensions du trou étaient très modestes, environ 300 mètres sur 200. Toute cette petite parcelle de terre était divisée en parcelles encore plus petites, achetées par les prospecteurs. Et puis, entre eux, a commencé une guerre pour quelques centimètres de frontière. Il y avait au total 3600 parcelles. Le grand trou a été creusé jusqu'à 260 mètres de profondeur. Puis il s'est épuisé et la mine de Beers a été rachetée par le légendaire Cecil Rhodes, en l'honneur de qui le pays de la Rhodésie sera nommé. Il a commencé comme commerçant à l'époque de la ruée vers le diamant, mais il n'extrayait pas de diamant lui-même. Il vendait des outils aux prospecteurs, faisait un peu de commerce de provisions et a même acheté une pompe pour évacuer l'eau des mines. C'était un objet rare, et Rhodes la louait. À Kimberley, Rhodes fait des affaires depuis l'ouverture des mines. Si l'on en croit les anecdotes, Rhodes y a créé 2 traditions. D'abord, boire au volant. En arrivant et en partant, Cécile s'arrêtait toujours au pub à mi-chemin, le Halfway Pub. Là, il buvait une chope de bière, sans descendre de cheval.
Bientôt, d'autres ont commencé à l'imiter, et les propriétaires du pub ont compris que cela pouvait être une offre unique sur le marché de l'alcoolisme colonial. Le pub est toujours ouvert et propose encore de boire sans sortir de sa voiture. De la même manière, Rhodes a laissé sa marque au club local. En bon anglais, il était membre du club et s'y enivrait régulièrement. Et une fois ivre, il entamait sa conversation préférée sur la nécessité de coloniser immédiatement l'Afrique. Il criait « Au nord, mes amis, au nord !» Et pour être plus clair, il montrait la direction avec sa main, mais chaque fois une direction différente. Finalement, ses camarades de club ont fait installer une flèche dans le sol, pointant vers le pôle Nord, et cela a grandement facilité la vie de Rhodes. Entre ces divertissements simples, Rhodes rachète la mine de Beers et fonde l'entreprise du même nom. Et les Rothschild investissent dans l'affaire. En 1883, toute l'industrie du diamant de la colonie du Cap, c'est-à-dire les terres sud-africaines appartenant à la Grande-Bretagne, est sous le contrôle de Rhodes. Pour lui, ce n'est qu'un début. Plus tard, il se lancera en politique, deviendra Premier ministre de la colonie du Cap, tentera d'organiser un coup d'État dans le Transvaal voisin et déclenchera la Seconde Guerre des Boers, ce qui, à son tour, conduira à la création de l'Afrique du Sud. Il mourra en 1902. À cette époque, la société de Beers contrôle 95% de la production mondiale de diamants. Et en 1903, de nouveaux gisements sont découverts en Rhodésie du Sud, aujourd'hui le Zimbabwe. En 1907, on trouve des diamants en Angola, puis en Namibie. Quelques années plus tard, au Libéria, au Tanganyika et au Congo belge, l'actuel Zaïre. Les gisements du Congo belge sont considérés comme les plus grands du monde. Dans les années 30, on trouve des diamants en Sierra Leone et au Congo français. Les diamants africains inondent les marchés mondiaux. Mais la Seconde Guerre mondiale approche, qui transformera l'Europe en ruine. L'Afrique, quant à elle, s'apprête à vivre l'ère de la décolonisation, et avec elle, celle des diamants de sang. Les diamants de sang est le nom que les journalistes ont donné aux pierres précieuses extraites dans les zones de conflit. L'ONU les appelle officiellement diamants de conflit, mais diamants de sang sonne bien sûr plus intéressant et plus vrai. L'ONU a officiellement pris conscience du problème des diamants de sang en 1998. La cause en était la guerre civile en Angola. En fait, presque toute l'histoire de l'Angola est une histoire de guerre civile. En 1975, l'Angola a déclaré son indépendance du Portugal. Et puis, tous ceux qu'on n'avait pas consultés se sont mis à combattre les Portugais. Tous ont héroïquement libéré le pays des colonisateurs. Mais dès que les colonisateurs sont partis, les libérateurs se sont entredéchirés. Les deux groupes les plus puissants s'appelaient l'UNITA, le mouvement pour la libération totale de l'Angola, et le MPLA, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola. Pour savoir si la libération angolaise devait être totale ou plutôt populaire, la plus célèbre des guerres par procuration du XXe siècle a été déclenchée. L'Union soviétique soutenait le MPLA. Les Américains, l'UNITA et son fondateur, Jonas Savimbi. La guerre nécessitait des fonds, et les diamants étaient un excellent atout. Ils étaient relativement faciles à extraire. Il y en avait beaucoup. Les diamants étaient faciles et pratiques à transporter et à cacher. Les contrebandiers les passaient de 1000 façons, dans les coiffures, dans les plis des vêtements, dans l'estomac. Les territoires les plus riches en diamants de l'Angola étaient sous le contrôle de l'UNITA. Et les combattants de Savimbi n'hésitaient pas à prendre le contrôle des mines par tous les moyens. Les gens étaient forcés de travailler. Leurs familles étaient prises en otage et ceux qui refusaient étaient tués. En 1992, le MPLA et l'UNITA ont accepté d'organiser des élections, qui se sont terminées par un nouveau massacre et des dizaines de milliers de victimes. Et la guerre civile a repris de plus belle. 6 ans plus tard, l'ONU a enfin prêté attention au problème des diamants. La résolution de l'ONU de 1998 interdisait le commerce des diamants angolais non certifiés par l'État. Il a été demandé aux acteurs du marché du diamant de développer des moyens de vérification et de contrôle de la circulation des pierres. En 2000, le Conseil mondial du diamant a été fondé. Le but de l'organisation était de créer un système de comptabilité et de suivi de la circulation des diamants. Autrement dit, elle devait couper les vivres aux chefs de guerre africains. Cela n'a bien sûr pas dérangé grand monde. Les Angolais ont continué la guerre, les mines ont continué de fonctionner, les contrebandiers ont continué de passer les frontières. Officiellement,
la guerre civile en Angola a pris fin en 2002. Les mêmes problèmes existaient au Libéria. Là aussi, il y avait une guerre civile. Et tout comme en Angola, toutes les parties faisaient le commerce des diamants. Le gouvernement officiel libérien les vendait tout à fait légalement. Mais en 1980, un coup d'État a eu lieu au Libéria. Un leader populaire, Samuel Doe, a pris le pouvoir. Il s'y est maintenu pendant 5 ans. Puis son ancien adjoint, Thomas Kivongpa, qui avait été exilé, a rassemblé sa propre troupe en Sierra Leone voisine. Doe et Kivongpa ont tous deux inondé le marché de pierres précieuses. Il va sans dire qu'il n'avait de papier pour aucune d'entre elles. Kivongpa a finalement perdu, il a été tué et, selon les rumeurs, mangé. La guerre a duré jusqu'en 1996. Le chef de guerre Charles Taylor, qui l'a remporté, a mis la main sur les flux de diamants en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone et au Libéria. Mais il n'est pas resté longtemps au pouvoir. En 2002, il a été renversé, et en 2006, le gouvernement du Nigeria, où il s'était réfugié, l'a livré à la Haye. Parmi les témoins au procès, il n'y avait pas seulement d'anciens chefs de guerre qui racontaient des histoires de torture et de cannibalisme rituel, mais aussi Naomi Campbell. Voici comment cela s'est produit. En 1997, Naomi a rencontré Taylor lors d'un banquet chez Nelson Mandela et a apparemment fait une impression indélébile, car la même nuit, des hommes de Taylor ont frappé à la porte de sa chambre et lui ont offert un sachet de diamants. L'accusation a affirmé qu'avec la monnaie de ce sachet, Taylor avait acheté une cargaison d'armes en Afrique du Sud. Dans l'ensemble, l'intensité des guerres civiles en Afrique a effectivement diminué grâce à la lutte contre la vente des diamants de sang. À partir de l'an 2000, la part des pierres de conflit sur le marché n'a cessé de baisser. Selon le Conseil mondial du diamant, au début des années 90, la part des diamants de sang sur le marché atteignait jusqu'à 19%, et en 1999, elle n'était plus que de 4%. En 2003, avec l'aide de l'ONU, le processus de Kimberley a été adopté. C'est un système international de certification des diamants, nommé, comme vous l'avez deviné, en l'honneur de la ville de Kimberley. Le système a rendu la vente de pierres de contrebande encore plus compliquée. Par exemple, des règles de marquage avec des étiquettes laser spéciales sur les pierres ont été introduites. Les grosses pierres étaient suivies de très près. On pourrait croire à une victoire. Le flot de diamants de sang est stoppé. Mais dans de telles affaires, il y a toujours un mais. Le plus grand tailleur de diamants au monde est l'Inde. Une immense industrie y est consacrée à la taille, au polissage et à la gravure des diamants. Et de nombreux travailleurs de cette industrie travaillent dans des conditions quasi artisanales. Il va de soi qu'ils n'appliquent aucune étiquette laser. Le processus de Kimberley et le Conseil mondial du diamant proposent de nouvelles mesures. Par exemple, l'introduction de QR codes spéciaux sur chaque diamant ou l'utilisation de la technologie blockchain pour enregistrer les pierres. Mais tout se heurte aux conditions de travail en Inde. Les maisons de diamants européennes, bien sûr, marqueront et enregistreront tout correctement, mais les acteurs indiens ne prêtent pas attention à de tels détails. Les diamants de sang sont toujours extraits en Afrique. Ils sont polis en Inde et partent pour les marchés du diamant en Europe. Leur part sur le marché permet plus ou moins de suivre la situation politique sur le continent africain. Ou, pour paraphraser Saltykov Tchétchédrine, réveillez-moi dans 100 ans et demandez-moi ce qui se passe en Afrique. Et je répondrai, ils extraient des diamants, les vendent, et avec l'argent, ils se renversent les uns les autres.